sauf de budget. C'était le premier grand meeting de la campagne. Il n'était pas question de prendre le moindre risque en termes de qualité audio et vidéo. La barre a été très haut sur ce meeting de Marseille. Pendant 3 jours, vous avez entre 60 et 100 techniciens qui ont travaillé. Il faut que les gens comprennent que derrière ce qu'on veut résumer à un simple candidat derrière un pupitre, il y a une très grosse installation. Ce 19 février 2012, Franck Attal doit relever un défi. Ici à Marseille, aidez-moi. Transformer ce hall vide de 8000 m² en une scène grandiose où Nicolas Sarkozy pourra communier avec les Français. À rassembler le peuple de France. Il va y installer pour 770 000 € d'équipement. Voilà, donc ici, la salle de presse. Pour 100 journalistes, hyper équipés, Wi-Fi, ligne analogique, ligne numéris, moniteur retour, traiteur et compagnie. La plus belle salle de presse qu'à cette époque-là, j'aurais fait de ma vie. On avait derrière cette porte les groupes électrogènes, parce qu'en fait, on branchait toutes les installations à un groupe électrogène qui lui-même était secouru par un autre groupe en cas de panne. Mais c'était ceinture et bretelles. Toute cette partie-là était occultée par une ligne de pont à laquelle étaient suspendus des rideaux, ce qu'on appelle des pendrillons. Donc pour occulter le backstage, puisque derrière on avait les régies vidéo essentiellement qui étaient installées. Dans 2 mois, cela sera pour chacun de vous le moment du choix. Sur la partie au centre, on avait un écran de fond de scène qui faisait 20 mètres de base par 7 mètres je crois de hauteur, travaillé en rétroprojection par 6 vidéoprojecteurs de 20 000 lumens chacun. Ensuite dans cette partie-là, on avait la scène. Donc une scène de 20 mètres d'ouverture par 7 mètres de profondeur. Donc c'est-à-dire que le nez de scène arrivait à peu près ici et le pupitre se trouvait donc au centre dans cette position là à peu près. L'intervenant était ici, il restait encore 2 mètres de profondeur de scène. Voilà. Ensuite il y avait la partie salle dans laquelle on avait, je crois dans mon souvenir, en tout et pour tout 8000 places assises qui devaient se diviser en 2 à raison de 4000 places en gradin et 4000 chaises au sol. Et ce qui était totalement nouveau, c'est qu'on éclairait les gens en salle. On avait 4 lignes de pont en salle, sur toute la longueur, sur lesquelles étaient accrochées des lumières. Il fallait qu'on ait un rendu de la salle, en termes de luminosité, presque équivalent à la partie scénique. C'est-à-dire que vous avez des images de la salle qui sont extraordinaires, où vous discernez le visage des gens, où vous avez un éclat des couleurs, je pense au drapeau bleu, blanc, rouge. Qui est au-dessus de la normale. Pourquoi? Parce qu'on a sur ces parties-là un éclairage qui est dédié. Jusqu'au dernier rang, les supporters marseillais de Nicolas Sarkozy sont sous le feu des projecteurs. Au rythme de la symphonie composée pour l'occasion, dans une salle survoltée, le président candidat rayonne et crève l'écran bien au-delà de Marseille. Car les images du meeting sont fournies clé en main et en direct à toutes les chaînes qui en prennent plein la vue. Apparemment, l'ambiance est effectivement en train de monter derrière vous. Là, on voit que ces images sont particulièrement bien faites. Elles suggèrent en effet la puissance. L'image paraît donner encore plus de grandeur à l'ensemble de ce dispositif. Avec son show remarqué, Franck Attal pensait avoir satisfait son client. Mais en coulisses, juste après, il va vite comprendre qu'il n'est pas du tout à la hauteur. Je vois bien qu'il y a des mines qui n'ont pas l'air très satisfaites. Voilà, donc moi je suis même plutôt agacé à un moment donné. Je me disais que techniquement tout avait bien marché et que la réalisation sur Marseille était plutôt propre. Mais finalement, pour mes interlocuteurs, c'était un meeting point qui aurait pu se passer beaucoup mieux que ça. De retour de Marseille, dans le jet présidentiel, l'équipe du candidat débriefe le meeting. Des images rares, filmées par une amie de Carla Bruni. Les conseillers du président décident de monter en gamme. On garde la même équipe, on met un réalisateur, un bon réalisateur, je prends un autre, et puis surtout, tout de suite on embraye sur le 11 mars. De nouvelles exigences, aussitôt appliquées. Franck Attal devra travailler avec un grand réalisateur de télévision.
une connaissance du président, habitué aux sommets internationaux. On se voit très vite. Il me dit oui, écoute, tu sais, moi j'ai l'habitude, ces gens-là, faut les filmer un peu particulièrement, etc. Je parle un peu de la configuration. Lui me dit qu'il a l'habitude de faire certains aménagements particuliers, pas des moindres. Il commence à me parler de Steadicam. Alors une Steadicam, c'est une caméra autoportée. Il commence à me parler d'une Luma, une caméra avec un bras qui peut aller de 6 à 9, 12 mètres, etc. Qui permet de prendre des plans de très haut et qui permet d'optimiser justement ce rendu de salle pleine, etc. Et puis aussi des champs très intéressants du candidat. La caméra grue, 14 515 € par meeting. Le réalisateur, 5 382 €. Sans compter son assistance à script, autant de factures supplémentaires aux frais du candidat. Dès les meetings suivants, les mouvements de caméra sont maîtrisés, les travelling soignés. Franck Attal déploie des moyens dignes du cinéma. Pourtant, au même moment, on lui demande de serrer son budget. C'est là qu'on a un problème, nous. C'est qu'on est dans une séquence où on nous dit bon, la réalisation ça va pas, ok, on va trouver. Et on vous dit attention les coûts, bah, j'ai ok, on va supprimer le fond vidéo. Moi j'appelle mes prestats, je leur dis écoutez, il faut revoir là-dessus, il faut réduire, mais on me dit attention, hein, l'image, hein. Il nous faut du top, hein. Donc le directeur photo, faut le garder, hein. On voulait un éclairage à l'américaine, il fallait qu'avant, après, il se passe des trucs, du bleu, blanc, rouge, du machin, etc. Il fallait que le visage, il n'y ait pas une ombre en dessous, il n'y ait pas une coupure. Donc on avait un directeur photo, ce qu'avait pas Hollande, hein, je vous garantis. Le 7 mars 2012, énorme coup de pression au QG présidentiel. Après seulement 3 semaines de campagne et 5 meetings, Guillaume Lambert, le directeur de campagne, reçoit une note des experts comptables, effrayé par la flambée des dépenses. Même en s'en tenant aux 15 meetings prévus, à ce rythme, le budget pourrait dépasser de 642 000 € le plafond légal. Interdiction absolue d'engager toute dépense complémentaire. Il convient de souligner les conséquences extrêmement graves d'un éventuel dépassement du plafond des dépenses autorisées. « 11 mars 2012, 4 jours seulement après l'alerte. » Vous aviez conscience que vous faisiez le plus gros meeting ? Conscience qu'on faisait le plus gros, peut-être pas, mais j'avais conscience qu'on était en train de livrer quelque chose qui était très lourd, pas évident du tout à livrer dans ces délais-là, mais effectivement très, très gros. Hein. On a livré quelque chose avec un niveau de qualité extrêmement poussé qui imposait des matériels et des moyens humains très importants. C'était effectivement très lourd et de fait coûteux. Villepinte, plus qu'un meeting, une super production. 70 000 militants électrisés, un écran hors norme de 120 mètres de long, une scène de rockstar avec invités et vedettes et chauffeurs de salle. Pour écraser la concurrence, Nicolas Sarkozy se pose en chef d'État et affiche sa puissance. Nous n'avons pas peur, car nous sentons fort. Voilà la réalité du message aujourd'hui de Villepinte. Quatre ans plus tard, changement de décor. À Villepinte, c'est le salon annuel de l'armement. Franck Attal se souvient parfaitement de ce meeting géant, où il sera adoubé guide personnel du président, grâce à sa mise en scène millimétrée. Moi j'ai à peu près 5 ou 6 tops à donner pour séquencer cette musique en fonction des distances à parcourir. On est dans un tunnel parce qu'on est caché par le premier gradin de droite. Pas après pas, l'homme de l'ombre se rappelle de chaque seconde de ces longues minutes, pendant lesquelles il ouvre la voie à Nicolas Sarkozy. Là, il me suit. On a les gens du gradin qui entendent la musique, devinent sur les images que ça se passe derrière eux, se retournent et le voient pour ceux qui étaient le plus haut. Et on tourne un peu après la fin du premier gradin.
on rentre dans l'espace éclairé. Et c'est là que moi, je dois tenir compte d'un ralentissement de la fréquence de mon pas, parce qu'il va serrer des poignées de main, s'arrêter avec les gens, etc. Jusqu'à l'élection, Franck Attal sera l'un des rares autorisés à accompagner le candidat sur scène. Après la déception du début de campagne, le voici enfin en pleine confiance avec le président. Je suis 5 mètres devant, il m'a identifié comme étant de repère. Donc quand je continue à avancer, il continue à serrer des poignets, mais il reste à courte distance et il tient mon rythme. Et comme ça avait été défini en amont, je l'amène vers la première pente de la Seine. Un instant de gloire, mais un gouffre financier dont était prévenu l'UMP. Comme le prouve ce mail envoyé par Franck Attal 2 jours avant. Un devis à 5 619 405 €, le quart de ce qu'un candidat a le droit de dépenser sur toute une campagne, dilapidé en une seule soirée. À cette époque-là, j'étais loin de penser qu'il y avait des problèmes de budget, de paiement, de plafond de campagne, etc. C'était pas mon rôle de leur dire, mais attendez là, machin, mais à un moment donné, mais pas que moi, mes directeurs de production, ils pourraient vous le dire, à un moment donné, même si on nous a dit vous livrez, on reposait la question, quoi. On reposait la question, parce que pour nous, c'est quand même, c'était conséquent. Et là, on me dit, non, mais il faut le faire. Bon, après, je suis plus dans la boucle. Au lendemain de Villepinte, le 12 mars, Guillaume Lambert assure avoir prévenu Nicolas Sarkozy en personne de la situation critique de son compte. L'ancien président, lui, affirme n'en avoir aucun souvenir. Ce jour-là, sont publiés d'autres chiffres bien plus réconfortants. Pour la première fois, je vous le disais, un sondage place Nicolas Sarkozy devant François Hollande au premier tour. 24 heures après Villepinte, c'est l'effet meeting. Il y a un sondage. Entre des comptes qui virent au rouge et la sirène des sondages, Nicolas Sarkozy semble faire un choix. Dans un mail daté du 19 mars, son équipe acte la volonté du président d'aller encore plus loin. Une réunion publique par jour. Premier concerné. Bonjour, ravi de vous accueillir. Jérôme Lavrieux, directeur adjoint de la campagne chargé des meetings. À l'entendre, un simple exécutant. Moi, si on me dit, on fait 10 meetings, puis 12, puis 15, puis 35, puis 45, puis attention, au 45e, il y en aura un 46, 47 et 48. J'imagine que c'est parce qu'on avait les moyens de le faire. Si on me dit de le faire, c'est que celui qui décide de le faire, le directeur de campagne, au mieux, voire au-dessus, estime que c'est faisable de le faire. C'est pas mon problème de savoir ça. Et c'est une volonté personnelle du candidat d'accélérer cette campagne? Vous l'entendiez dire de sa bouche ou écoutez, vous connaissez Nicolas Sarkozy, enfin pas personnellement, mais imaginez quelqu'un qui pourrait lui imposer de faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Rien que de dire ça fait naître un sourire sur votre visage. C'est pas possible. Donc c'est pas son directeur de campagne qui lui dit il faut faire un meeting aujourd'hui, demain, après-demain, après-après-demain. Mes chers amis. Strasbourg, Rueil-Malmaison, Orne, Nantes, Élancourt, Nîmes, Besançon. En une semaine, Nicolas Sarkozy boucle un tour de France en pleine confiance, porté par les sondages. Merci d'être là, car j'ai besoin de vous. Franck Attal, lui, voit les factures s'accumuler. Il faut payer ses fournisseurs, mais il n'a toujours pas touché un centime de l'équipe de campagne. Elle lui doit déjà pas loin de 10 millions d'euros. Fin mars, quand Franck Attal réclame son dû, il est convoqué à l'UMP, dans le bureau de Jérôme Lavrieux. Le directeur adjoint de la campagne lui aurait alors proposé une combine à peine croyable. Jérôme Lavrieux me dit, écoute, on a un sujet, voilà, on a dépensé beaucoup d'argent, on a fait beaucoup de meetings, plus que prévu, et on a un plafond dans les comptes de campagne qui va être très vite atteint, et donc on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Donc moi, au début, je ne comprends pas, je dis, oui, donc faut arrêter les meetings, ou
Et là, la situation, ouais, non, on va pas arrêter, il faut qu'on continue, on peut pas, il faut faire des meetings, c'est important, etc. Donc vous allez vous déplacer la facturation. Et là, sincèrement, je comprends pas au début, c'est-à-dire déplacer la facturation. Et il dit, vous nous livrez les meetings dans les formats habituels et il y aura une partie de la facturation liée au meeting que vous allez facturer à l'UMP. Et du coup, ça nous permettra de tenir la ligne du compte de campagne. Vous réalisez que c'est grave ou pas dès le début? Je réalise que la demande est folle et grave. C'est-à-dire, j'ai une sensation qui me dit, t'es piégé. Pourquoi exactement, je sais pas bien. Mais je sens qu'il y a un problème grave qui va commencer. Tenir une double comptabilité, aider à maquiller les comptes de campagne. Sur la route du retour, Franck Attal est sidéré par cette proposition qui est illégale. Ce qu'on vous propose est tellement fou que vous pensez que vous ne l'avez pas entendu, quoi, vous allez vous réveiller. Et donc, comme vous n'avez pas le temps de réaliser ça, de toute façon, vous dites, la patate chaude, il faut que tu l'envoies à qui de droit, quoi, c'est les présidents. Franck Attal, l'homme de terrain, n'a pas le pouvoir de trancher. En arrivant au bureau, le directeur d'Event redoute la décision de ses patrons. Car il connaît la réputation sulfureuse de sa maison mère. Bygmalion, une agence discrète, très politique, qui doit tout à l'UMP. Ses deux fondateurs, Guy Alves et Bastien Milot, ont travaillé pendant 10 ans auprès de Jean-François Copé, de la mairie de Meaux jusqu'au ministère du Budget. Des entrepreneurs copéistes, amis de Jérôme Lavrieux, lui aussi un ancien de la mairie de Meaux, puis bras droit de Jean-François Copé à l'UMP. Les deux patrons de Bygmalion n'ont pas la même version de l'histoire. Bastien Milot nie en bloc. Guy Alves, lui, assure qu'ils ont accepté ensemble le stratagème de l'UMP. J'en ai parlé avec Bastien Milot, donc je suis pas en train de vous dire, j'ai un écho de quelqu'un qui m'a dit qu'un jour peut-être. J'en ai parlé. Et la décision, on l'a prise ensemble. Pourquoi on le fait? Pas du tout, encore une fois, je me répète, mais c'est aussi important. Pas du tout par amitié, pas du tout parce que j'aurais bossé pour Copé pendant 10 ans et que du coup, on s'arrange entre amis. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. On le fait parce que moi, j'ai une société qui a 50 collaborateurs et qui n'a rien fait de mal. Vous n'avez pas eu le choix. Et lequel j'aurais eu? Aucun choix. Si, le choix de couler ma boîte. Mais qu'on me dise pourquoi j'aurais dû prendre ce choix. Pourquoi j'aurais dû accepter de couler ma boîte parce que mon client me doit totalement, légalement et en transparence 10 millions d'euros qu'il refuse de me payer. Franck Attal se retrouve alors plongé au cœur d'un système illégal. Sur une clé USB, il a conservé en secret la double comptabilité mise en place par Bygmalion. Voilà comment, selon lui, ont été cachées les dépenses excessives de la campagne de Nicolas Sarkozy. En fait, chaque prestation a deux prix. En bleu, le prix Attal, réel. En blanc, à gauche, le prix spécial compte de campagne, sous-évalué. Post vidéo, prix de vente, on est à 236 000 euros pour 30 397 euros sur la facture meeting. Le gradin, là on a un poste prix de vente à 25 467 et là 3 280. La direction photo, prix réel donc à droite 4 500 euros, prix fictif sur la facture du meeting 600 euros. Des tarifs divisés par 7. Bygmalion aurait inventé la machine à faire des super meetings au prix d'une kermesse. Ce meeting-là, par exemple, donc en l'occurrence c'est Marseille, normalement, Event et compagnie aurait dû produire une seule facture de 770 677,28 € TTC. Or, la facture qui a été produite pour le meeting de Marseille est d'un montant de 100 104 € TTC. La différence énorme entre les deux prix se trouve dans la colonne du milieu. Ce sont toutes les sommes dissimulées du compte de campagne que Bygmalion doit se faire payer en cachette, d'après Franck Attal. Selon lui, c'est l'UMP qui va s'en charger, en remboursant les millions d'euros de manque à gagner, avec de fausses factures. Pour reprendre le cas de Marseille, ça a coûté 700
70 677,28 €. Nous n'avons pu facturer, normalement entre guillemets, que 100 104 €. Donc 670 573,28 € ont été mis de côté. L'accumulation de ces différences sur 45, 46, je ne mets plus le nombre en tête, mais meeting, nous fait arriver à un montant total de 18 millions d'euros TTC. Qui vous manque. Qui nous manque. Donc pour aller chercher ce montant qui correspond aux factures de nos fournisseurs et à notre salaire, eh ben, il fallait facturer quelque chose. Eh ben, on nous a fait facturer des fausses conventions. Donc on a fait des fausses factures en termes d'intitulé et libellé, mais réelles en termes de prestations fournies. Les fausses factures, les voici. 18 millions d'euros de conventions bidons payées en douce par l'UMP pour compenser les ristournes fictives de Big Malion. Cette version de Franck Attal est rejetée par tout le monde à l'UMP, même par celui qu'il désigne comme son donneur d'ordre. Jérôme Lavrieux est le seul à reconnaître cette fraude, qu'il appelle ventilation, mais il conteste son calendrier. À l'entendre, tout aurait été arrangé après la présidentielle, de manière non préméditée. Franck Attal nous dit que vous racontez la vérité, mais pas toute la vérité. Dites-moi ce que vous voulez que je dise, et puis je le dirai à ce moment-là. Il se demande pourquoi vous ne confirmez pas cette réunion de mars 2012. Parce que c'est pas le souvenir, j'ai pas le même souvenir que lui de cette réunion. C'est qu'après la fin de la campagne qui a été mise en œuvre, et une ventilation différente. Mais alors pourquoi Franck Attal nous dit ça et pourquoi dès mars 2012, Event et Big Malion commencent cette double facturation? Moi, j'ai pas connaissance qu'ils aient commencé dès mars 2012. C'est impossible de faire ça dès mars 2012. Sur mars 2012, on ne sait pas qu'il y aura 48 meetings. Donc il n'y a aucune raison de le faire dès mars 2012. Parce que dès mars 2012, les comptes débordent un petit peu, ils débordent encore plus à la fin. Comment Franck Attal peut-il savoir qu'en mars 2012, les comptes débordent? Puisqu'il ne s'occupe que des meetings, il ne s'occupe pas du siège de campagne, du personnel, d'Internet, des transports, c'est pas son sujet. Non, mais il y a déjà eu une première alerte des experts comptables, donc on sait que... Qui n'a pas été adressée à Franck Attal. Non, mais lui, ni à moi d'ailleurs. Non, mais il est prévenu par l'équipe du candidat, nous dit-il. Il est prévenu par l'UMP et par vous-même du fait que cette campagne est en train de coûter trop cher. À moi, le passage au concret de la ventilation, je n'en ai connaissance qu'après le 6 mai 2012. Voilà. Dès le 29 mars 2012, pourtant, le système semble bien en place. Comme le montre ce document, Jérôme Lavrieux a signé ce jour-là un engagement de dépenses de 2,1 millions d'euros de l'UMP vers Big Malion. Le paiement de 11 conventions qui n'ont jamais eu lieu, mais ont coûté très cher. Une fausse réunion sur la justice à 197 000 euros. Une autre sur les valeurs à 196 000 euros. Ou encore une sur les ultramarins de l'Hexagone au même tarif. 3 fausses factures qui pourraient permettre de rembourser à Big Malion les 670 000 euros non déclarés d'un meeting comme Marseille. Dès le milieu de la campagne, cette double facturation aurait ainsi permis le financement occulte de tous les meetings présidentiels, en toute connaissance de cause. Pendant que tout ça se passe, on a livré 2 meetings 3 jours avant et on en a 2 ou 3 à livrer après. Moi, à mon niveau, ma vie n'a pas changé au niveau opérationnel, la réalité des opérations. Je répondais à une demande, je livrais, je faisais ma balance et je l'envoyais au service comptable qui gérait ces aspects-là. Pour Franck Attal, à 5 semaines de l'élection, la planche à fausses factures tourne déjà à plein régime. Une machine à fabriquer des meetings. Le 19e a lieu à Nancy, le 2 avril. Techniquement irréprochable, comme d'habitude. Prix Attal, 531 000 euros. Facturé 95 000, plus 2 fausses conventions. Le QG de campagne en demande toujours plus. On touchait pas terre, mais quand je dis moi, mes sous-traitants aussi, je veux dire, ça n'arrêtait pas. C'était un flux régulier qui pouvait s'accélérer, se ralentir, et puis avec des épisodes comiques, c'est-à-dire que, tiens, il y a un épisode qui était rigolo, qui n'a pas été très évoqué, c'est le meeting de la Réunion. C'est à quelques kilomètres quand même. Vous avez déjà fait les retours journée pour la Réunion? Ça marche.
partez le soir de Paris, vous arrivez le matin, vous faites votre journée, vous avez un vol le soir, vous rentrez. Donc la mission, c'était de repérer 2 lieux. Il y avait le parc Expo qui se trouve au nord de l'île, et il y avait le sud, qui était un terrain vague. Je parle avec Guillaume Lambert, et il dit, bon alors, j'ai dit, écoutez, c'est assez simple, il y a le parc des Expos, qui est bien, il est couvert, ça va être plutôt pratique, etc. Et il y a l'aéroport, mais c'est un terrain vague, il n'y a rien, et s'il se met à pleuvoir... Non, mais apparemment, les élus locaux nous disent que la mobilisation sera plus forte dans le sud. En plus, on sait que Hollande va faire son meeting à La Réunion, pas d'Expo, donc il faut prendre le terrain vague. Pas de chance. Hein. Je dis, ok, on va prendre le terrain vague. Et alors là, quand je vous dis un terrain vague, Et on bouge. Et on crie, Sarko, président. Un terrain vague dans l'océan Indien. Plus fort que ça. Transformé en mini-ville peinte. Une prouesse technique et des détails saugrenus. Franck Attal doit gérer jusqu'au parapluie des militants. Dans cet échange de mails, il annonce à Guillaume Lambert en avoir trouvé 5000 de 3 couleurs différentes. Ok pour commander ces parapluies, car il faut pouvoir se prémunir contre le risque de pluie. Mais pour le directeur de campagne, ce n'est pas assez. Franck, une question complémentaire. Y a-t-il des rampes brumisateurs ? Important s'il fait chaud pour que tout le monde ne tombe pas dans les pommes en attendant le président de la République. Non, mais nous avons prévu des fontaines à eau. Merci de regarder la possibilité de louer en plus ces rampes brumisateurs. Impossible. Pourquoi ? Ce matériel existe sur place. Nous l'avions utilisé lors de la dernière visite de Nicolas Sarkozy à La Réunion. Il ne coûte pas cher. Finalement, pas une goutte de pluie. Aucune insolation à déplorer. L'aménagement du terrain vague a coûté officiellement 200 000 €, 3 fois plus selon Franck Attal. Souvenez-vous, à fond jusqu'au premier tour, à fond jusqu'au deuxième tour. Après le premier tour, le 26 avril, nouvelle panique au QG de campagne. Déjà 36 meetings, une alerte vient encore une fois enrayer la machine. Une situation tellement critique que les experts comptables l'adressent directement à Nicolas Sarkozy. Les dépenses explosent et pourraient dépasser de 2 millions d'euros le plafond légal. Nous nous permettons de réitérer les observations formulées dans notre note du 7 mars 2012, transmise à votre directeur de campagne, soulignant déjà les conséquences extrêmement graves d'un éventuel dépassement du plafond des dépenses autorisées. Le lendemain, encore une alerte. Cette fois de la directrice financière de l'UMP. Le parti a déjà payé 15 millions d'euros de convention à Big Malion. Le parti est ruiné. Si rien n'est fait pour débloquer cette situation, l'UMP sera en défaut de paiement à partir de ce lundi 30 avril. Cette note est destinée à Jean-François Copé, alors secrétaire général de l'UMP. Aujourd'hui, il reconnaît avoir eu connaissance de cette alerte, mais à l'entendre, ces problèmes d'argent n'avaient rien à voir avec les dépenses de campagne. On est entre les 2 tours des présidentielles, donc cette note elle est circonstanciée. Les banquiers entre les 2 tours ayant eu des doutes sérieux sur la capacité de Nicolas Sarkozy de gagner, et comme il faisait les avances, on dit ah bah oui mais ça veut dire que si vous perdez vous aurez moins de recettes l'année prochaine. Un temps inquiété, Jean-François Copé s'estime totalement blanchi par la justice, qui ne l'a pas mis en examen. Bien que patron de l'UMP, il assure ne s'être douté de rien et n'avoir pas vu les millions d'euros de fausses conventions Big Malion sortir des caisses de son propre parti. Le budget de 2012, par exemple, on voit que vous prévoyez sur l'année 100 000 euros de conventions, et puis finalement il y en a 23 290 546, soit plus de 23 000% d'augmentation. Ça vous choque pas? Mais c'est pas ça, c'est fallait-il que je le sache, que je le vois. Les choses, encore une fois, ne m'ont jamais été présentées comme cela. Vous ne les voyez pas passer en tant que secrétaire général de l'UMP, c'est le comptable et... Encore une fois, je le répète, il est évident que si on m'avait alerté en me disant voilà, on a l'intention de faire prendre en charge par le parti les dépenses excédentaires de la campagne présidentielle et que je l'avais su, j'aurais immédiatement dit non. Mais il faut bien comprendre que moi, en tant que secrétaire général, je ne voyais pas un chèque, je ne voyais pas une facture, pas du tout, je ne m'occupais pas de ça. Un secrétaire général bien éloigné des questions d'argent. Pourtant, le lendemain de l'alerte à l'UMP, son propre directeur de cabinet, Jérôme Lavrieux,
écrit un SMS troublant à Guillaume Lambert. Évoquant les coups du meeting de Toulouse, il conclut par « Nous n'avons plus d'argent. Jean-François Copé en a parlé au président de la République. » Il veut dire quoi ce SMS? Mais je sais, moi je suis ni l'auteur ni le destinataire de ce SMS. Mais donc, ça m'est très difficile. A priori, vous avez parlé argent avec Nicolas Sarkozy à l'époque? Mais non. Et il veut dire quoi ce SMS du coup? Bah écoutez, je pense qu'il a dû. Enfin, à vrai dire, j'en sais rien parce que je suis pas l'auteur. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous voyez avec que vous interrogiez Jérôme Lavrieux, parce que moi je peux pas vous le dire. Je n'en sais rien. Je pensais que si j'avais eu un grand secret extrêmement important comme ça, j'aurais envoyé un SMS à Guillaume Lambert pour lui dire attention. Non mais, Ce SMS n'a aucun rapport avec les comptes de campagne du candidat. Il a un rapport avec les lignes de trésorerie offertes par les banques au parti UMP. C'est normal que je lui en parle. On a du mal à croire que si Jean-François Copé, dans ce contexte-là, parle au président de la République d'argent, il ne parle pas du tout des comptes de campagne qui sont en train de déborder. Et parce que Jean-François Copé n'a aucune connaissance des comptes de campagne à ce moment-là. C'est tout. Tout comme moi. Tout comme moi. Au courant de rien, officiellement. En coulisses, pourtant, selon Franck Attal, c'est bien le stratagème proposé par Jérôme Lavrieux qui, au même moment, aurait financé les 900 000 € de l'incroyable meeting de Toulouse. Salut Toulouse, salut Orléans, salut Lyon. Un multiplex, 7 meetings simultanés dans 7 villes de France. Salut Limoges. Du jamais vu en politique. Je vous attends, peuple de France. Le 1er mai, sur la place du Trocadéro, je parlerai à vous devant une marée de drapeaux tricolores. Deux jours plus tard, le Trocadéro célèbre Nicolas Sarkozy. À moins d'une semaine du deuxième tour, la campagne du président s'achève en apothéose. Vous êtes 200 000. En 2 mois et demi, Vous êtes le peuple de France. Nicolas Sarkozy aura tenu 44 meetings, un tous les 2 jours, 3 fois plus que prévu. C'était le 1er mai. Ce 1er mai 2012, 2 meetings, 2 ambiances. À Nevers, le rassemblement de François Hollande fait pâle figure. La débauche de moyens n'aura pas suffi. Le dimanche suivant, Nicolas Sarkozy sera battu de justesse. Quatre ans après, Franck Attal se sent seul et lâché par tous. Le scandale Big Malion a éclaté et fait imploser l'UMP. Alors que les politiques nient, l'homme de terrain est l'un des rares à assumer le système de double facturation. En 2012, pourtant, il avait l'impression que ce n'était un secret pour personne dans l'état-major du parti. Si à l'époque, j'avais supputé, ne serait-ce que supputé, qu'au moment où se décidait un tel montage, que Nicolas Sarkozy et Jean-François Copé n'étaient pas au courant, j'en aurais fait un vrai sujet. Enfin, je veux dire, on peut pas. J'aurais même eu le culot pour une fois de dire à ma direction, à ma présidence, bah, attendez, vous pouvez pas prendre une telle responsabilité alors que les protagonistes eux-mêmes ne sont pas au courant. Mais je pense que ma direction aurait réagi de la même façon. Il était évident pour tout le monde à l'époque où tout ça se décidait que tout le monde était au courant. J'ai appris le nom de Big Malion longtemps après la campagne présidentielle. En ce qui concerne ma campagne, je le dis à tous ceux qui m'ont soutenu, il n'y a jamais eu le moindre système de double facturation, que les 17 millions qu'on prétend dépendre de ma campagne qui ont été cachés, c'est une folie. Tout d'un coup, on vient nous expliquer qu'il y a 16 millions qui ont disparu dans le budget de ma campagne. Mais c'est une honte. Si demain il y a une agression dans les rues de Vélizy, monsieur le maire, j'étais à Vélizy, mais c'est pas moi. Version contre version. Celui qui se laissait guider sur scène par Franck Attal soutient aujourd'hui qu'il ne le connaît pas.
On s'est croisés 45 fois sur les meetings. Il m'a suivi 45 fois pas à pas pour retrouver son pupitre. Il m'a appelé une trentaine de fois pour s'assurer que celui qui appuyait sur le bouton était physiquement là et pouvoir se détendre. Mais en 2016, il ne me connaît pas. Dans le bureau du juge, Nicolas Sarkozy va encore plus loin. Sur procès-verbal, il cite son nom à 34 reprises et laisse entendre que Franck Attal aurait empoché les 18 millions d'euros de fausses factures. Quelles sont les prestations extraordinaires que M. Attal a données? Il faut que M. Attal soit plus précis. 22 millions supplémentaires, cela doit se voir. D'habitude très discret, Jean-Claude et Nicole ont accepté de nous raconter la... Sarkozy se pose en chef d'État et affiche sa puissance. Nous n'avons pas peur car nous nous sentons forts. Voilà la réalité du message aujourd'hui de Villepin. C'était pas mon rôle de leur dire, mais attendez là, machin, mais à un moment donné, mais pas que moi, mes directeurs de production, ils pourraient vous le dire, à un moment donné, même si on nous a dit vous livrez, on reposait la question, quoi. On reposait la question, parce que pour nous, c'est quand même, c'était conseillé. Nous vous déplacer la facturation. 467, et là... Mais sur la place du Trocadéro... Celui qui appuyait sur le bouton était physiquement là et pouvoir se détendre. TVA, l'URSSAF, l'impôt société. C'est pas parti sur des comptes à l'étranger ou dans des paradis fiscaux. Franck Attal, aujourd'hui, il n'a pas 5 bateaux, 5 Ferrari. Enfin, je veux dire, il faut arrêter avec ça. Après la campagne, Franck Attal a touché 600 000 euros de dividendes, de façon tout à fait légale. Rien dans l'instruction n'a poussé la justice à enquêter plus avant sur son patrimoine. Alors, pour vérifier où est passé l'argent, nous avons embarqué la double comptabilité et interrogé les sous-traitants du meeting de Marseille. Près d'Angers, Alcor, une PME de location de gradins. Le directeur, Sébastien Adjé, se souvient bien de cette requête de 2012. La demande, elle n'était pas très compliquée. Elle était sur une capacité d'environ 8 à 900 places d'un gradin habillé. Propre. Habillé, c'est-à-dire quoi ? Habillé, c'est-à-dire moquetté, avec les côtés avec du tissu, habillé de tissu. Pour ces 806 places de gradin avec moquette, transportées jusqu'à Marseille, Franck Attal assure que le vrai tarif était de 25 400 euros. Dans les comptes de campagne, Nicolas Sarkozy, lui, a déclaré 3 280 euros. 3 280 euros. Est-ce que ça vous paraît possible ? Non. Parce que c'est pas les prix du marché. D'accord. Donc là, ça c'est la facture officielle. Et Franck Attal, lui, nous dit que la bonne facture, c'est la facture bleue. Donc, je ne sais pas si vous pouvez nous la lire. Il y a même le nom de la société. Et là, on n'est plus sur des valeurs qui me semblent des valeurs de marché, encore une fois, sans me souvenir exactement du montant, mais on n'est plus sur des valeurs de marché par rapport à la prestation qu'on a fournie à Marseille. La facture Franck Attal vous paraît davantage cohérente que la facture officielle ? C'est clair. Sans l'ombre d'un doute. Sans l'ombre d'un doute. On ne se serait pas déplacé pour 3 200 euros. Près de Paris, même question au responsable de l'ENI. Bonjour. Une société de matériel vidéo. Bon, merci de nous recevoir. Je vous en prie. À Marseille, il avait envoyé une dizaine de ses salariés pendant 4 jours pour installer un équipement haut de gamme. Tarif Attal, 236 000 euros. Tarif équipe Sarkozy, 30 000 euros. J'ai la facture. Donc c'est Marseille ? Celle de Marseille, ouais. Et donc alors on est plutôt sur quelle colonne qui est confirmée ? Écoutez, on va regarder le montant, voilà, ce sont 97 426. Donc avec la marge, c'est... Ça, ouais.
236 000. Le devis fait 9 pages, je crois. Voilà, c'est tout le détail de la régie. Donc il y avait du système HF, vous avez les rappels d'écran, vous avez les retours scène, retours salle, retours loge, les bureaux de production, les placements dans la salle de presse, la régie de backstage, la régie vidéo. Tout ça plus cher que d'habitude ou au prix du marché? Non, c'est le prix du marché. Vous êtes formel entre ces deux colonnes? Il y en a une qui vous paraît cohérente, une autre qui ne l'est pas? Celle-ci me paraît plus cohérente, oui, tout à fait. Et celle-là, elle vous paraît... je sais pas ce qu'elle me paraît, mais elle me paraît pas être la réalité, quoi. Ouais. Nous avons finalement récupéré les 25 factures des sous-traitants de Marseille, notamment celle du gradin. Mais aussi l'éclairage, la déco, le son. Toutes correspondent au prix de Franck Attal. Après 2 ans d'instruction, les enquêteurs ont conclu que les 18 millions d'euros de fausses factures avaient intégralement financé la campagne. Les chiffres certifiés exacts de la main de Nicolas Sarkozy seraient faux. La somptueuse campagne de 2012 aurait coûté 22 millions déclarés, plus 18 millions de fausses factures, soit 40 millions d'euros. Et peut-être même encore plus. Voyons par exemple comment a été payée cette fameuse musique. L'hymne du candidat président. Elle a été écrite par Laurent Ferlet, proche de Carla Bruni, un compositeur renommé pour ses musiques de films. Voilà, il y a une espèce d'attente, c'était la première partie avec des pêches par moments, des chœurs. Un peu comme le début de Johnny Hallyday, une chanson que je t'aime, que je t'aime. Et à la fin, le thème est passé en majeur, il passe en majeur quand il est, tu sais, avec les cordes, etc. Alors là, c'est difficile à jouer. C'est quand Nicolas Sarkozy rentre sur scène. C'est quand il arrive sur le podium à la fin. Des millions de Français nous regardent. Le musicien s'est plié aux consignes de l'équipe du candidat. Il n'a eu que 2 semaines de travail, mais des exigences ambitieuses. Ma priorité. Il voulait un mélange de la progression du boléro de Ravel, qui amenait le candidat jusqu'au podium. Il voulait un mélange un peu la grandiloquence ou le côté solennel de Wagner. On m'a dit de faire une musique haletante. J'ai compris que d'après tous les briefs que j'ai eus entre les musiques de Wagner, etc., qu'il fallait une musique épique d'aventure. Le morceau final, enregistré par 80 musiciens à Sofia, était intitulé « Course pour la victoire ». Ça faisait presque 5 ans que je l'avais pas entendu, en fait, c'est drôle de le réécouter maintenant. Et ça vous fait quoi? Vous l'avez trouvé comment alors, cette musique que vous avez composée à l'époque? J'assume tout ça, mais c'est vrai que quand on le réécoute à froid, on a une vision un peu différente. Ça fait mastoc quand même là. Ça vous paraît en le réécoutant un peu too much? Ouais, moi, ouais. Ah, je trouve ça too much, ouais. Enfin, c'est en rapport avec la taille des meetings, hein. Une musique un peu bling-bling qui n'aurait pas coûté 1 centime, selon les déclarations de Nicolas Sarkozy au juge. J'ai le souvenir que la musique m'a été offerte par un de mes amis. Pourtant, une facture de la société de Laurent Ferlet, Switch, a bien été déposée à la commission des comptes de campagne. Nous n'avons pas reçu l'autorisation de la filmer, juste un message par téléphone de l'attaché de presse de la commission. Question servée pour le compte Sarkozy présidentiel 2012. Alors donc nous sommes allés vérifier. Il y a dans le compte 43 056 euros déclarés pour les factures Switch. 43 000 euros déclarés officiellement. Ces quelques notes n'étaient donc pas un cadeau du compositeur à son ami Nicolas Sarkozy. Laurent Ferlet se souvient même d'un autre prix, encore plus élevé. Je crois que c'était 86 000. 86 000 Je crois que c'est 43 000 qu'il y a de déclaré à la commission des comptes de campagne. Ah bon?
Non, je crois que c'était 86 000. Je ne veux pas foutre la merde. Non, je crois que c'est 43 000 qui a été déclaré. Non, je crois que c'est plus. Bah, elle a coûté 72... Ils ont payé 72 000 euros. Hors taxe, donc 86 000. Ouais. Ils ont donc déclaré, divisé par 2 et déclaré que la moitié à la commission. J'ai jamais été au courant. Tu me l'apprends, vous me l'apprenez. En découvrant d'autres dépenses à moitié déclarées, comme celle de la musique, les policiers ont mis au jour ce qui pourrait être une seconde fraude. Cette fois, elle ne concerne pas Big Malion, mais les comptes même de l'UMP. Des centaines de factures de la présidentielle auraient été prises en charge par le budget du parti. Comme ces 10 000 t-shirts, les jeunes avec Sarkozy, 56 900 euros. Ces 2300 allers-retours en TGV pour des militants du Trocadéro, 329 351 euros. En tout, 8 millions d'euros oubliés au moment du dépôt du compte de campagne. Je vous donne un certain nombre de factures. Encore une fois, Jérôme Lavrieux, pourtant directeur adjoint de la campagne, n'aurait rien vu, rien su, rien décidé. 329 000 euros, SNCF. Et c'est marqué SNCF, 329 000 euros. Je ne m'occupais pas de la SNCF. On a plusieurs centaines de factures de déplacement de personnalités pour un montant total de 274 000 euros. Nadine Morano. Et il y en a seulement François Fillon. 8 200 euros qui ont été portés dans les comptes de campagne. Encore François Barouin pour Los Angeles, pas pété. Je pensais sincèrement que c'était déclaré. En tout cas, la loi obligeait à le déclarer. 47 300 euros de maquillage pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 prestations. Qu'est-ce que ça vous inspire de voir toutes ces factures-là quelque part? Il y a eu une débauche de moyens dans tous les sens et que l'important c'était de gagner sans s'occuper de respecter la législation sur les comptes de campagne. Voilà. J'en assume ma part de responsabilité, mais pas toute la responsabilité. Je ne m'occupais pas des t-shirts, je ne m'occupais pas des déplacements, je ne m'occupais pas des TGV, je m'occupais pas. Je n'ai pas maquillé Nicolas Sarkozy. Alors qui aurait maquillé les comptes de campagne? Franck Attal n'a pas la réponse. Il assure n'avoir jamais évoqué la double facturation avec Nicolas Sarkozy ou Jean-François Copé en personne. Aujourd'hui, il ne soutient aucun candidat à la primaire à droite. Il dénonce l'hypocrisie générale de ceux qu'il dit avoir aidé à tricher en 2012. Oui, Nicolas Sarkozy peut raconter son histoire, Guillaume Lambert peut raconter la sienne, Jérôme Lavrieux peut raconter la sienne, Jean-François Copé en a une autre. Mais la vérité, j'allais dire ma vérité, c'est pas ma vérité, c'est la vérité. C'est pas une vérité qui m'innocente. C'est juste une vérité qui limite ma culpabilité au fait que oui, j'ai continué à livrer des meetings en étant au courant qu'au niveau des facturations, les choses ne se faisaient pas de manière académique. Voilà. Et il aurait été noble que des gens qui prétendent aux plus hautes fonctions de l'État aient au moins le même comportement que le mien. Ces gens-là, moi, je suis prêt à les rencontrer et à parler avec eux. Aujourd'hui, je suis prêt à les rencontrer sur un plateau de télé, moi. Moi, j'ai pas de... je suis prêt à m'expliquer avec Nicolas Sarkozy soi-même sur un plateau de télé et qu'on défende argument contre argument les faits qui sont relatifs à mon action, à moi, dans cette affaire. Moi, ces gens-là ne me font pas peur. Leur notoriété ne me fait pas peur. Franck Attal est poursuivi pour complicité de financement illégal de campagne électorale. Infraction pour laquelle Nicolas Sarkozy est mis en examen à titre d'auteur principal. Nous avons sollicité l'ancien président à de multiples reprises. Ni lui, ni son directeur de campagne n'ont voulu répondre à nos questions.